Bonjour et bienvenue dans ce nouveau point d'actualité sur la Covid-19. La situation épidémiologique en région montre un petit changement, avec peut-être le passage à une diminution progressive mais lente des nouveaux cas en bleu sur le graphique en haut à gauche et des hospitalisations en réanimation, c'est la courbe en rouge. On reste cependant à un niveau très élevé. L'évolution de la couverture vaccinale et des clusters en région est présentée comme à chacun de nos rendez-vous sur ce graphique. Point très positif, la progression de la vaccination, avec près de 78% des résidents en EHPAD vaccinés et surtout près de 48% des professionnels de santé. L'impact de la vaccination a fait l'objet d'une étude significative publiée il y a quelques jours par l'organisme équivalent à Santé publique France pour les États-Unis. Et comme vous pouvez le voir, les données disponibles aujourd'hui permettent d'établir l'impact très positif de la vaccination sur la sévérité de la maladie, puisque les données montrent une réduction de 94% du risque d'hospitalisation. Ici, les chiffres sont établis pour les plus de 65 ans, mais bien évidemment, pour les autres classes d'âge, cette diminution est vraisemblablement au moins retrouvée en partie. Ces données sont donc importantes pour montrer l'intérêt collectif de la vaccination. Les personnes vaccinées peuvent néanmoins être infectées, mais le sont moins sévèrement, ce qui est positif bien sûr pour elles, et également cela contribue à diminuer la contamination autour des cas et donc la circulation du virus, intérêt majeur pour enrayer l'épidémie. Le second point sur ce graphique, qui est plus inquiétant, est l'augmentation du nombre de clusters en EHPAD, puisque ce nombre était descendu aux alentours de 15 ces dernières semaines et que ces dernières semaines, on observe une augmentation régulière du nombre de clusters. Nous ne savons pas s'il s'agit de clusters chez les résidents ou les professionnels et s'ils concernent des sujets vaccinés ou non. Nous ne savons pas également s'ils sont associés à une mortalité importante ou non, et enfin s'ils pourraient être en lien avec une diminution de l'application des mesures barrières. Tout ceci est en cours d'évaluation. Cependant, compte tenu de la diffusion des nouveaux variants, et peut-être pour une partie des variants plus virulents ou échappant aux vaccins disponibles à ce jour, il nous a semblé important de faire avec vous un focus sur ces données. Il est encore trop tôt pour lever les mesures de façon très forte, et nous vous encourageons au contraire à les maintenir jusqu'au moment où l'impact de la vaccination sera suffisant. C'est pourquoi le premier point de ce diaporama portera sur les mesures toujours en vigueur dans les EHPAD. Le deuxième point traitera des variants, avec un point spécifique sur le variant indien. Nous terminerons par un point portant sur les dernières recommandations du Haut Conseil de la santé publique relatives à l'adaptation des conduites à tenir selon le statut vaccinal. Le premier point d'actualité concerne donc l'assouplissement des mesures de prévention dans les EHPAD et les établissements de soins de longue durée qui sont entrées en vigueur à compter du 13 mars. Il avait été précisé que l'ensemble de ces mesures s'inscrivaient dans un contexte d'évolution constante de la pandémie et dans un contexte d'incertitude, en particulier concernant l'impact de la vaccination sur la transmission du virus et sur l'impact des variants. Dans le contexte que nous observons actuellement dans la région d'augmentation des clusters en EHPAD, nous tenions à rappeler ces mesures. Les activités collectives ainsi que les repas peuvent être de nouveau organisés pour tous les résidents, quel que soit leur statut vaccinal, mais en maintenant les gestes barrières, c'est-à-dire une distance d'au moins 2 mètres entre les résidents, des repas en quinconce. De même,
les activités collectives doivent être organisées en petits groupes de résidents en mélangeant au sein de ces groupes des résidents vaccinés et un résident non vacciné et en évitant le brassage des résidents entre les groupes. Les sorties en dehors de l'EHPAD sont autorisées pour tous les résidents, quel que soit leur statut vaccinal, mais en respectant les gestes barrières, en particulier le port du masque chirurgical et l'hygiène des mains au retour dans l'EHPAD. Des mesures d'allègement spécifiques pour les résidents vaccinés ayant bénéficié d'une vaccination complète concernant les visites et les sorties dans la famille sont préconisées. Les visites en chambre sont autorisées, toujours dans le respect des gestes barrières et en particulier le port du masque chirurgical pour le visiteur. Un dépistage 72 heures avant la visite pour le visiteur reste recommandé. Les sorties dans la famille sont également autorisées, là aussi dans le respect des gestes barrières. Au retour dans l'EHPAD, l'isolement et le dépistage ne sont pas préconisés pour les résidents vaccinés, sauf en cas de contact à risque avéré avec un cas. Pour les résidents non vaccinés ou non protégés par une vaccination complète, les visites en chambre sont également autorisées. Les sorties en famille sont, elles, autorisées au cas par cas par le médecin coordonnateur en concertation avec l'équipe soignante. Pour ces résidents non vaccinés, des dépistages à J+4 et à J+7 de la visite en chambre ou de la sortie en famille sont à réaliser. Les résidents ne peuvent également pas participer aux activités collectives ni aux repas pendant 7 jours. Il est très important de stopper ces mesures d'allègement dès la détection d'un cas parmi les résidents ou les professionnels. Ces mesures pourront être reprises à partir de 10 jours sans aucun nouveau cas. Il est également très important de continuer à appliquer l'ensemble des mesures barrières représentées sur ce schéma qui permettent de diminuer la transmission du SARS-CoV-2. Le risque de transmission du virus est d'autant plus faible que l'ensemble des mesures barrières sont respectées. Un trou dans la raquette augmente la probabilité de transmission. Le deuxième point d'actualité concerne les variants. Comme vous le savez, le virus du SARS-CoV-2 est un virus qui évolue et de nombreux variants émergent et circulent. Face à ce risque d'émergence d'un variant potentiellement plus transmissible ou plus pathogène, ou qui échapperait à l'immunité induite par les vaccins ou l'immunité acquise après une infection, une surveillance nationale et internationale de ces variants a été mise en place. L'identification et le suivi des variants constituent un enjeu important de contrôle de l'épidémie. 3 catégories de variants ont été définies. La première catégorie est celle des variants préoccupants, appelés VOC. Elle comprend des variants pour lesquels il a été démontré, en comparant avec un virus de référence, soit une augmentation de sa transmissibilité, soit un échappement à l'immunité naturelle post-infection, soit une augmentation de la gravité clinique, soit une diminution de l'efficacité des mesures de contrôle et de prévention, comme par exemple les tests de diagnostic, les vaccins ou les thérapeutiques. La seconde catégorie est la catégorie des variants à suivre, appelés VOI, qui sont des variants responsables d'une transmission communautaire ou responsables de clusters, ou bien qui ont été détectés dans de multiples pays. La troisième catégorie comprend des variants en cours d'évaluation, appelés VUM, qui sont des variants pour lesquels une absence d'éléments virologiques, épidémiologiques ou cliniques probants
en faveur d'un impact en santé publique en France ou à l'international, malgré la présence de mutations partagées avec un ou plusieurs variants préoccupants à suivre. Sur ce tableau, nous avons résumé les impacts des principaux variants, que ce soit au niveau de la transmissibilité, la durée de la contagiosité, la virulence ou sur l'efficacité des vaccins. Pour tous les variants, la durée de contagiosité n'est pas connue à ce stade. Concernant le premier variant décrit, le variant anglais, les données disponibles à ce jour montrent que ce variant est plus transmissible, plus virulent, mais que les vaccins, que ce soit AstraZeneca ou de type ARN messager, restent efficaces. Un variant du variant anglais est apparu récemment. Comme le variant anglais, celui-ci est plus transmissible et plus virulent. Son impact sur l'efficacité des vaccins est encore inconnu. Concernant le variant sud-africain, il est plus transmissible et sa virulence est également augmentée. Le point majeur avec ce variant est une perte d'efficacité du vaccin AstraZeneca, d'où la nécessité d'adapter les stratégies vaccinales dans les zones où ce variant circule de façon importante. À l'inverse, les vaccins de type ARN messager conservent leur efficacité vis-à-vis de ce variant. Le variant brésilien est un variant également plus transmissible. Les données à ce jour montrent une diminution mineure et non significative de l'efficacité des vaccins de type ARN messager. L'efficacité du vaccin AstraZeneca ainsi que la virulence de ce variant ne sont pas encore connues à ce jour. Les données concernant le variant breton montrent que ce variant n'a a priori pas d'impact sur l'efficacité des vaccins. En revanche, les données sont insuffisantes pour conclure sur sa transmissibilité ou sa virulence. Le dernier né des variants est le variant indien. Les données disponibles à ce jour sur ce variant sont en cours d'analyse. Ce que l'on sait sur ce variant, classé variant à suivre par l'OMS, est qu'il est apparu pour la première fois en Inde courant décembre 2020 et qu'il est porteur de 2 mutations. La mutation E484Q pourrait être associée, tout comme la substitution E484K retrouvée chez les variants sud-africains et brésiliens, a un impact en termes d'échappement immunitaire post-vaccination, bien que cela ne soit pas encore formellement démontré à ce stade. La seconde mutation, la mutation L452R, serait quant à elle associée à un risque d'augmentation de la transmissibilité du virus. Cette mutation a été décrite chez d'autres variants qui ont émergé en Californie et qui seraient légèrement plus transmissibles que les souches de référence. Néanmoins, de grands rassemblements religieux continuent d'avoir lieu en Inde, regroupant des centaines de milliers de pèlerins. Ces événements ont vraisemblablement facilité la propagation de ce variant indien. En ce qui concerne la diffusion des variants en région centre, le variant anglais est le variant majoritaire, autour de 80%. Pour les variants sud-africains et brésiliens, leur prévalence est stable, aux alentours de 2,5%. La circulation des variants sud-africains et brésiliens est hétérogène selon les départements. Elle est au-dessus de 10% dans 7 départements et au-dessus de 50% pour les départements de La Réunion, Mayotte et en Guyane. Si ces variants peuvent modifier la transmissibilité, la virulence ou l'efficacité des vaccins, en revanche, les équipements de protection individuelle pour la prise en charge des patients résidents suspects ou infectés par la Covid-19 ne changent pas. À
attention au suréquipement qui peut engendrer une contamination des professionnels, en particulier le port des gants en excès, les surchaussures et la charlotte. Au total, la conduite à tenir autour d'un cas suspect est peu différente de celle à avoir pour la souche sauvage de SARS-CoV-2. Une suspicion de variant devra être évoquée si la personne revient d'une zone à risque, qui sont l'Inde, l'Afrique du Sud, l'Argentine, le Chili, la Guyane et pour la France, la région de Lannion. Ou bien si la personne a été en contact avec un cas possible de variant. Dès la suspicion, la personne sera mise en précaution complémentaire Covid. Pour confirmer l'infection par un variant, un test PCR complété par du séquençage dans certains cas est nécessaire. Le contact tracing devra identifier les contacts à risque de la personne, mais devra également identifier les contacts à risque des contacts. Le troisième point concerne l'avis du Haut Conseil de la santé publique relatif à la question d'adaptation des mesures pour les personnes vaccinées contre la Covid-19. Devant l'absence de données scientifiques mesurant le risque de transmission du SARS-CoV-2 à partir de personnes vaccinées, et devant le potentiel échappement immunitaire de certains variants au vaccin, le Haut Conseil recommande aujourd'hui de considérer les personnes vaccinées comme des personnes non vaccinées pour le contact tracing et qu'une personne vaccinée qui aurait eu un contact à risque est à considérer comme un contact à risque. Cette stratégie est différente de celle vis-à-vis des personnes ayant un antécédent d'infection, puisque selon la définition des contacts à risque de Santé publique France, les personnes ayant eu la Covid-19 sont considérées comme personnes non à risque dans les 2 mois suivant l'infection. Dans tous les cas, le Haut Conseil recommande également le respect strict des mesures barrières pour les personnes vaccinées et les personnes non vaccinées. Donc les messages aujourd'hui dans ce diaporama face à une situation non stabilisée, une circulation virale encore très élevée et face au risque d'émergence des variants, donc les messages sont premièrement de rester extrêmement vigilant. Deuxièmement, de ne pas baisser la garde en ce qui concerne le respect des précautions barrières. Et troisièmement, d'allier à ces mesures barrières la vaccination pour tous. En l'absence de mesures barrières et de vaccination, à partir d'un cas non grave, voire asymptomatique, schématisé ici en orange, on observe une diffusion importante et rapide du nombre de personnes infectées, avec des formes graves, schématisées en rouge. À droite, avec les mesures barrières, on observe une diminution de la diffusion du virus et donc une diminution du nombre de cas et donc des cas graves également. Si en plus des mesures barrières, on ajoute la vaccination, il y a d'une part moins de diffusion à partir d'un sujet vacciné et malade, représenté ici en rond orange entouré de bleu, car il fait une forme moins grave et est donc moins contagieux. Et d'autre part, les sujets vaccinés sont moins souvent malades et lorsqu'ils le sont, ils ne font pas de forme grave et font le plus souvent des formes simples, voire asymptomatiques, et sont donc eux aussi moins contagieux. Au final, la diffusion est donc beaucoup diminuée et le nombre de formes graves aussi. C'est donc ce qu'il faut faire, allier les deux, avoir une couverture vaccinale élevée et appliquer les mesures barrières pour le moment car le virus circule encore beaucoup. Si on imagine que le cas index est atteint par un variant plus transmissible ou plus virulent,
Les situations extrêmes pourraient être proches de celles-ci. À gauche, avec l'application des mesures barrières et une couverture vaccinale élevée, on observerait une limitation de la diffusion de ces variants. Alors qu'à droite, en l'absence des mesures barrières et une couverture vaccinale faible, on observe une augmentation importante des cas et également des formes graves si ce variant est plus virulent. Donc au total, tant que la situation n'est pas stabilisée, il est donc très important de ne pas relâcher les mesures barrières dans les établissements et de poursuivre la vaccination pour tous. Le prochain rendez-vous sera le mercredi 12 mai, veille de l'Ascension. Vous pouvez également nous joindre par mail ou par téléphone et je vous dis à bientôt.